Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je regarde, c'est bon. Je regarde notre ami Marion qui est derrière moi. A priori, tout le monde nous entend. Donc, c'est effectivement autour du territoire Poitiers, Niort, La Rochelle et Angoulême de prendre la parole. Alors nous, on va vous faire un petit passage un peu spécifique en lien évidemment avec les donneurs d'ordre du territoire, donc un volet AssureTech qui va être important. Ça va être la première partie de l'intervention. Une deuxième partie où Michael va nous parler évidemment de la partie universitaire du lien entre le savoir-faire universitaire et les grandes entreprises. Et puis ensuite, Julien qui va intervenir pour nous présenter le label French Tech Atlantic Valley et les autres spécificités du territoire. Donc pour démarrer, je vais faire un petit topo rapide sur ce qu'est finalement French AssureTech, l'initiative French AssureTech. On souhaitait au départ englober tout ça avec French Tech Atlantic Valley, mais finalement on fera la présentation à la fin. Donc French AssureTech, c'est une initiative, c'est une solution d'innovation complète qui intègre un accélérateur, un laboratoire d'expérimentation, un campus et puis un événement depuis peu de temps. On a fait un grand plateau télé la semaine dernière et qui va se transformer en événement physique l'année prochaine. Tout ça autour d'une seule thématique qui est liée à la sûreté et au développement de la sûreté. Donc peut-être avant de rentrer dans le détail de ce qu'on fait aujourd'hui dans French AssureTech, un rappel, parce que tout le monde n'est peut-être pas spécialiste du secteur de la SureTech. Je sais que la FinTech est un peu la maison mère qui englobe tout ça. Mais pour parler de la SureTech, finalement, on parle de quoi? On parle de trois typologies d'acteurs. C'est évidemment les acteurs qui sont au service de la transformation numérique du secteur de l'assurance, ça va de soi. Mais il y a trois grandes familles d'acteurs qui interviennent sur ce secteur. Il y a ceux qui interviennent en B2B, qui représentent la majorité aujourd'hui des acteurs, donc ceux qui aident les compagnies traditionnelles à se transformer. On aura quelques exemples avec Xavier, avec Laurent et également avec Audric tout à l'heure. On a une deuxième typologie d'acteurs qui est plus servicielle, donc qui viennent compléter la proposition de valeur des compagnies traditionnelles, avec sur la prévoyance, il y a beaucoup de choses, sur l'aide à domicile, sur toute la partie santé, il y a beaucoup de choses qui existent, le maintien en forme, enfin je pourrais en citer des dizaines et des dizaines. Il y a une grosse activité en fait qui se développe dessus. Et puis la troisième grande famille, c'est les pure players, c'est ceux qui viennent de front entre guillemets face aux acteurs traditionnels. Et là, il y a beaucoup de très belles histoires qui se racontent un peu en ce moment. Et voilà, c'est un peu les trois grandes familles qui agissent autour des compagnies traditionnelles. Peut-être la différence avec la FinTech, pure et dure, c'est que les assureurs sont un peu plus lents au démarrage, ils sont un peu moins rapides à la transformation. Ça s'explique par des phénomènes un peu conjoncturels, que ce soit les barrières à l'entrée. Enfin, c'est pas des barrières conjoncturelles, d'ailleurs, c'est des barrières un peu traditionnelles avec des barrières à l'entrée importantes. Et du coup, cette transformation, j'ai tendance à dire, il y a 1 ou 2 ans, j'utilisais toujours cette formule-là. Je disais le secteur de la SureTech, c'est l'hôtellerie 1 an avant l'arrivée d'Airbnb. C'est-à-dire qu'on sait que ça va un peu se bousculer de partout, mais on ne sait pas exactement d'où ça va venir, on ne sait pas ceux qui vont prendre le marché, on ne sait pas si finalement ça va être le Big Bang ou une vaguelette entre guillemets. C'est pour ça qu'on a appelé cette thématique euphorie ou transformation profonde. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas exactement par qui on va se faire bousculer? Parce qu'il y a plein d'acteurs en fait qui interviennent. On parlait des pure players et des pure insurtech qui font une partie du marché, et puis il y a d'autres acteurs comme les GAFA, comme les retailers qui vont prendre une part également importante. Donc cet avenir de l'assurance, du secteur de l'assurance, il est vraiment en pleine effervescence et il y a énormément de choses qui se passent. C'est dommage, j'aurais voulu prendre tout à l'heure les chiffres clés des levées de fonds. Donc je ne vais pas vous dire de bêtises parce que je ne les ai pas regardés tout à l'heure, mais c'est assez impressionnant depuis 18 mois de voir la place que prend aujourd'hui la SureTech sur l'ensemble des levées de fonds du territoire. C'est assez dingue et ça traduit un petit peu cette effervescence que je viens d'évoquer. Donc voilà, donc on a effectivement ce secteur qui a quelques années de retard dans sa transformation par rapport aux acteurs bancaires notamment, mais qui, ça y est, depuis 1 an ou 2, c'est assez dingue en fait ce qu'on est en train de vivre.
Et donc, les 3 acteurs qui sont avec moi tout de suite, qui vont en parler, donc Laurent, Xavier et Audric, seront des témoins un petit peu de ces transformations-là. Ça, c'est pour faire un topo assez rapide et assez généraliste sur le secteur de la surtech pour que tout le monde monte à bord et voit un petit peu le delta avec la fintech de manière générale. Ensuite, nous, sur la partie French Assurtech, je l'ai expliqué, on est une solution complète d'innovation. On est le premier accélérateur de start-up en volume purement dédié à la surtech, donc sur le territoire français. On a eu à peu près 350 candidatures sur les 3-4 premières saisons. On en a accompagné une 50aine. Et puis, donc on a pris les 3 typologies d'acteurs qu'on a vu tout à l'heure. Nous, on prend tout, puisqu'on est là vraiment pour accompagner des donneurs d'ordre qui sont basés en grande majorité sur le territoire niortais. Maïf, Massif, MAF, Groupama, Covea, Mutuelle de Poitiers, IMA, j'en oublie sans doute, désolé pour eux, nos amis belges de PV, ESMACL. Et donc ça, c'est les principaux donneurs d'ordre qui se sont mis ensemble autour d'une idée assez simple qui est de dire on est les concurrents d'hier, on n'est pas ceux de demain, pour toutes les raisons que j'ai évoquées juste avant. Et on a tout intérêt à travailler ensemble, parce que l'innovation coûte cher, parce que l'innovation ne rapporte pas toujours. Et avec cet effet volume, non seulement on fait des économies d'échelle, mais on démultiplie, entre guillemets, nos apprentissages. Et ça fait maintenant, c'est la 5e année, on va attaquer la 5e année de cet accélérateur, et ça marche plutôt bien. Alors tout n'est pas parfait, il y a beaucoup de choses à corriger, comme dans toute l'innovation, mais en tout cas, on est assez fiers des résultats. Et certains des personnes qui sont autour de la table sont passées entre guillemets entre nos mains, et je les laisserai témoigner sur ces sujets-là. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre sur French Assurtech? Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je vais peut-être laisser la parole maintenant à nos 3 invités pour témoigner un petit peu de ce secteur qui bouge pas mal. Alors, je ne sais pas qui a le souhait de commencer, entre Xavier, Laurent ou Audric. Je vais faire aller par ordre alphabétique. Audric, je vais te laisser parler de Testamento, passé entre nos mains en 2018. C'était la première année. Et qui simplifie l'assurance de personnes et qui transforme finalement les contraintes en opportunités commerciales. Donc, Audric, je te laisse la main. Exactement. Bonjour à tous. Du coup, Audric Girard, je suis le directeur commercial de Testamento. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Du coup, ce sera plus simple et plus visuel et plus sympa. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, du coup. C'est bon. D'accord. Donc, Testamento, au départ, comme son nom l'indique, on est parti, on a révolutionné un petit peu la partie testament, puisqu'on a rendu le testament digital. Donc, on a beaucoup travaillé au départ sur la partie successorale. Et en fait, notre vrai mojo, c'est qu'on s'est dit, mais en fait, on va simplifier l'assurance de personnes en commençant par le plus dur, la partie décès. Et on s'est rendu compte qu'en craquant cette partie-là, on a élargi maintenant à toute l'assurance de personnes. Donc, nous, vraiment, on sert de technologie, bien sûr, mais on révolutionne l'assurance de personnes en disant, en fait, des choses compliquées, on peut les rendre simples en travaillant un petit peu du X, en allant vraiment dans les sujets, rendre simples les choses compliquées. Aujourd'hui, on est un peu plus d'une vingtaine. On est maintenant beaucoup en B2B depuis 2018 avec les assureurs. On a un peu plus de 2,5 millions de bénéficiaires de nos solutions avec 4 000 conseillers augmentés. On verra ce que ça veut dire, donc des conseillers qui sont occupés de nos solutions. Et on a aujourd'hui la chance de travailler avec des très grands comptes. Et notamment grâce à French Assurtech qui, au tout départ, c'est comme ça qu'on a pu travailler avec le groupe Massif, qui était notre parrain de la promotion. Avec des groupes. Et je vais vous faire simplement ce qu'il faut comprendre de Testamento aujourd'hui, c'est qu'on travaille un peu sur toute la chaîne de valeur d'assurance de personnes. On a une solution en acquisition pour les assureurs ou les banquiers pour aller chercher des leads très qualifiés en assurance de personnes avec une approche besoin. Le but, c'est vraiment de faire prendre conscience au client de son manque de préparation et d'aller rechercher du conseil auprès de son assureur, donc créer de la relation. Une solution d'avant-vente qui est un petit peu dans la même idée, c'est d'accompagner son client à travers une découverte en approche besoin, lui faire prendre conscience de son manque de préparation et d'aller construire ensemble des solutions, sans jamais parler produit, mais toujours besoin, donc répondre à des besoins. On a une partie souscription, modification qui en fait aujourd'hui un vrai sujet, une épine dans le pied des assureurs en termes
ou réglementation et parcours, c'est la gestion des clauses bénéficiaires. Où aujourd'hui, on a une solution qui permet de tout digitaliser end-to-end, que ce soit en souscription, modification ou en self-care, avec aujourd'hui, ça réduit à peu près les coûts de gestion de 50%, et un bouquet de services pour revenir à l'origine de Testamento sur l'anticipation successorale qu'on retrouve dans des contrats en inclusion, d'obsèques ou de prévoyance. Voilà, si aujourd'hui il y a des choses à retenir de Testamento, c'est ça, c'est vraiment de simplifier l'assurance de personnes qui est pour les personnes lambda et même les conseillers d'assurance avec on va dire la multi-produits qu'ils ont à vendre, rendre les choses simples et de parler de sujets compliqués de façon simple et de se préparer au mieux. Voilà. Top. Merci, merci Audric. Ravi de voir que les choses bougent aussi beaucoup de votre côté. Alors on suit ça de près, hein, puisqu'on se voit régulièrement, mais ravi de voir toute l'évolution depuis 3 ans. Laurent, peut-être pour enchaîner avec une autre typologie d'entreprise, plutôt axée sur les entreprises, c'est une agence de notation des risques entreprises. Laurent, on se connaît bien. Je te laisse parler avec engouement de ta solution que je trouve très pertinente sur ce marché. Merci Alexandre, bonjour à tous. Ravi de pouvoir parler de Mitrisque. Effectivement, je suis une agence de notation. Vous connaissez tous Coface et Standard & Poor's qui notent la santé financière d'une organisation. Mitrisque, nous notons la santé en termes de risques assurables. Nous vendons une solution aux assureurs qui sont dédiés au transport aérien, maritime et routier pour mieux connaître le risque qu'ils sont en train d'assurer. Et on est sur un sujet de fond, la mobilité bouge beaucoup. Évidemment, la crise sanitaire a impacté la façon dont on va voyager et puis a aussi impacté les datas. Il y a moins de data disponibles du passé, puisque par définition, les avions à un moment n'ont plus voyagé. Et puis en parallèle, nos amis en assurance transport, ils ne sont pas du tout profitables aujourd'hui. On a une vraie crise sur ce marché. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lève une contradiction qui est que la data est déjà la matière première de l'assurance, puisque pour assurer, il faut modéliser, donc il faut de la data. Et en même temps, il y a plein de data qui ne sont pas exploitées. Donc cette contradiction, nous, on la lève. On va chercher les données externes qui sont disponibles, puisque ça tombe bien, vous savez que les bateaux et les avions, ça crache de la data toutes les secondes. Ces datas sont disponibles. Ils ne sont pas exploités parce qu'il y a des freins historiques chez les assureurs. Tu l'évoquais, Alexandre, en introduction, qui est peut-être un des freins de moi, assureur, je vais me différencier uniquement par ma technique de souscription. Aujourd'hui, ça reste évidemment valable, je ne fais pas de la provocation, mais en même temps, l'assureur va aussi se différencier par cette capacité à capter la data et à la valoriser. Et nous, c'est ce qu'on vend à nos assureurs transport. Donc, on va chasser de la data en externe, on enrichit la vue de risque, et avec la data science, on identifie les signaux faibles. Donc, c'est comme ça qu'on intervient sur deux facteurs importants au cœur de la chaîne de création de valeur de l'assureur, à la fois sa productivité, puisque si on capte de la donnée de façon plus rapide, les décisions sont prises de façon plus rapide et on est donc plus productif. C'est par exemple un assureur qui nous dit « Moi, j'ai pu souscrire tel client en 2 heures au lieu de 3 jours sur une compagnie aérienne. » Donc ça, c'est le premier effet de levier. Le deuxième effet de levier, c'est sur le ratio technique, c'est-à-dire la sinistralité versus le prix. Arriver à mieux équilibrer pour rendre l'assureur profitable. Donc moi j'ai bénéficié de l'accompagnement de NurTech et en particulier d'Alexandre. Ça a été précieux pour moi puisque moi je sortais de 25 ans de travail dans les grands groupes, AXA, Gras Savoie, Club Med, des groupes, des leaders sur leur marché. Et en même temps, j'avais des intuitions fortes entrepreneuriales sur la façon dont on pouvait faire avancer l'innovation. Et l'approche avec NurTech m'a aidé à bien structurer et à poser les bons fondamentaux, avoir les choses en grand mais à attaquer petit. Parce que j'avais envie de continuer à avoir les choses en grand et attaquer grand. Donc là, j'ai appris qu'il fallait d'abord attaquer petit. Donc aujourd'hui, grâce à tout cet accompagnement et puis à l'évolution du marché, Mitrisque, aujourd'hui, on est sur une tendance de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a comme client la Réunion Aérienne, qui est un gros assureur en aviation. Et on a également comme client d'autres assureurs comme Helvetia, Chubb,
le Césame, qui est la Fédération des assureurs maritimes. Donc là, on voit sur un marché réputé parfois encore plus traditionnel qu'ailleurs sur le risque d'entreprise, puisque moi, je suis en B2B2B, j'aide les assureurs à mieux assurer des gros opérateurs. On voit qu'ils sont en train de bouger et peut-être encore plus sur les acteurs moyens, de taille moyenne, qui sont sur des enjeux où ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus continuer comme avant dans le contexte que j'évoquais en amont. Donc, Alexandre, tu m'as demandé de parler. Comme d'habitude, je parle beaucoup, mais… Non, mais tant que c'est intéressant, on continue. Non, mais c'est bon, je te remercie, Laurent, parfait. Et puis enfin, terminé par Xavier, qui va nous parler de FAST, qui est un accélérateur finalement digital pour l'ensemble des assureurs, et Dieu sait qu'ils en ont besoin, que nous en avons besoin dans les grands groupes. Donc, Xavier, à toi de jouer. Merci. Vous voyez tous mon écran, là, c'est bon, c'est parfait, clair. Donc, comme le disait Alexandre, nous, notre rôle, c'est d'être un accélérateur. Donc, Alexandre a dit que le marché de l'assurance avait pris un petit peu de retard et avait des tendances un peu à avancer doucement. Moi, je suis un ancien assureur, j'ai passé près de 15 ans dans un grand groupe d'assurance. Et en quittant ce groupe, j'ai fondé FAST il y a 4 ans, dans cette logique-là de créer une équipe IT qui a amené des solutions digitales pour vraiment accélérer ces assureurs. On a vraiment 2 périodes. J'ai créé FAST il y a 4 ans, mais en fait, les 2 premières années, mon ancien employeur m'a demandé qu'on travaille que pour lui. Donc, le premier jour où on a créé FAST, on avait un premier client corporate qui s'appelait AG2R Mondial et qui a souhaité que pendant 24 mois, on essaie de travailler que pour lui, pour leur faire rattraper un tout petit peu de retard. Et donc, on a ouvert la commercialisation depuis 2 ans maintenant. On a fêté nos 24 mois de commercialisation. Et on a la chance d'avoir beaucoup de groupes qui nous rejoignent et qui comprennent en quoi ils vont aller plus vite, ils seront plus opérationnels avec les solutions FAST. Donc, on travaille, notre particularité, c'est qu'on travaille aussi bien avec des très grands groupes, évidemment comme MMA, comme Malakoff, comme April, que aussi sur des startups. Donc, on a vraiment ce positionnement-là où on amène des solutions digitales gérées à tout moment de la chaîne de valeur de l'assureur, et c'est un petit peu notre spécificité. En fait, on accélère avec 3 leviers principalement. Un premier levier d'accélération qui est la data. En fait, les assureurs ont beaucoup de données, mais parfois, ce qui leur manque, c'est de la donnée purement métier. Et on prend souvent l'exemple des conventions collectives. Si je suis un assureur et que je vends un contrat mutuel à une entreprise, il faut que je connaisse sa convention collective. Donc, il faut que je connaisse le texte juridique de 40 pages qui dit comment je dois couvrir cette entreprise-là. Et si je suis commercial, c'est compliqué pour moi. Donc, nous, en fait, on a transformé toutes les données nécessaires à la vente en data, pour en fabriquer un cloud. Et du coup, on alimente les différents systèmes des assureurs ou nos propres plateformes pour pouvoir leur amener de la data et accélérer la commercialisation. Ça, c'est un premier biais, le premier levier d'accélération. Le deuxième, c'est on a mis à disposition des plateformes de souscription, des plateformes de création d'offres complètement personnalisées pour les assureurs, pour leur permettre aussi de déployer des systèmes en quelques semaines. Et on a un troisième levier d'accélération qui est le consulting, parce qu'en fait, on amène aussi à certains assureurs plus petits, parfois des ressources nécessaires pour justement pouvoir mener ces chantiers d'accélération. Donc, on a vraiment 3 leviers d'accélération pour les grands comptes. Et on a souhaité aussi amener un levier d'accélération pour les tout petits courtiers de proximité, parce qu'il y a plus de 20 000 assureurs qui sont en fait des indépendants, avec 2-3 personnes autour avec eux pour commercialiser, c'est des courtiers. Et donc, on a souhaité déployer une plateforme qui s'appelle Ernest, qui est spécifique pour eux, qui leur permet aussi de digitaliser leur portefeuille et donc accélérer cette transformation digitale, même si ce sont des tout petits comptes. On voit un peu l'ensemble de nos gammes. Si on reprend, voilà quelques exemples de plateformes. Ça, c'est quelques plateformes qu'on a déployées pour pouvoir alimenter en data convention collective, en 2 clics, les commerciaux, les juristes, et même là, par exemple, tout le réseau MMA qui est équipé depuis de nos solutions, peuvent trouver en quelques clics la réponse à leur question, qu'est-ce qu'ils doivent vendre, à qui, et en fonction de l'entreprise. Mais on a aussi de la data d'entreprises à prospecter qui permettent assez rapidement à des assureurs de dire tiens, si je veux trouver des nouvelles entreprises à prospecter, qu'est-ce que je connais sur ces entreprises, et on peut leur fournir de la data de chiffre d'affaires, d'effectifs, de quelles conventions collectives, etc. Donc on a vraiment un tiers de nos activités aujourd'hui, c'est fournir de la data aux assureurs. Le deuxième tiers, c'est vraiment ces plateformes-là où on a repensé 3 manières de vivre. Un assureur, il fabrique des produits, il les vend. Et de plus en plus, il essaie d'interfacer, de connecter, de pouvoir alimenter ces assurances-là dans d'autres écosystèmes. Et donc, on intervient, nous, sur cette horizontale-là, on va dire, avec un premier produit qui est une plateforme collaborative qui permet
de mettre tout le monde, tous les services de l'assureur au même endroit, de le faire travailler sur une même et unique plateforme. Donc, c'est un peu comme un Teams, mais uniquement pour l'assurance et qui permet vraiment d'automatiser la création d'offres. En gros, on divise par 10 le temps de fabrication d'une nouvelle gamme. Donc, c'est quand même très intéressant pour les assureurs. Le deuxième moment, c'est OK, maintenant que j'ai fabriqué les produits, c'est comment je les vends. Et donc là, on développe des plateformes de souscription autour des souscriptions 100% digitaux avec la signature électronique, autour des espaces clients, des extranets, mais aussi des briques conseils, parce qu'aujourd'hui, l'assurance est de plus en plus portée vers le conseil. Et donc, il faut aussi alimenter ces plateformes-là. Donc, on a déployé des plateformes de souscription. Voilà, typiquement, si vous achetez des produits G2R, MADP, UNI, par exemple, qui est distribué par Océane, Matmut ou Via Santé, ou BC, qui est un très gros courtier pour ses adhérents, ou Digital Insure, on parlait de start-up tout à l'heure, qui est une très grosse start-up en assurance emprunteur. Tout ça, c'est des parcours qu'on a menés avec eux, qu'on a développés de A à Z en quelques semaines. Donc, c'est très rapide. Ça leur permet vraiment d'accélérer cette transformation. Et le troisième levier d'accélération, c'est les API, parce qu'on a déployé près d'une 50aine d'API maison faites par Fast pour justement pouvoir accélérer la connexion. Si je suis assureur, j'ai déjà de l'existant, j'ai peut-être des anciens outils, et du coup, je dois m'adapter à ça. Et donc, on a développé des API qui nous permettent soit de transformer leurs offres en une API qui va pouvoir être installée dans n'importe quelle plateforme de transformation. Typiquement, vous vous rappelez, Matmut a commencé à mettre des offres santé chez Cdiscount. On sait que ça, c'est le début vraiment de plateformisation et on va être de plus en plus loin. Donc, du coup, nos API sont ultra essentielles pour pouvoir justement interfacer tous les éléments, mais aussi parfois juste de faire l'interfaçage entre la plateforme de souscription et l'outil de gestion du contrat, ou d'interfacer avec Testamento si j'ai besoin d'amener des choses, ou d'interfacer avec d'autres partenaires tiers. Donc, tout ça, c'est les briques sur lesquelles on intervient. Et typiquement, ça nous permet aussi, quand on a fait ces briques d'interfaçage, d'alimenter nos plateformes de courtiers et donc de faire le lien entre les gros assureurs et les tout petits distributeurs qui sont aussi ont besoin à un moment d'accéder à leur offre digitale. Donc voilà quelques exemples de réalisation. Aujourd'hui, depuis 24 mois, on est passé de 3 à 37 collaborateurs. On est aujourd'hui présent sur 3 sites et on a encore un très grand plan de développement parce qu'on a la chance d'avoir un nouveau client assureur chaque mois qui nous rejoint. Voilà un peu qu'est-ce que fait Fast aujourd'hui dans cette période. Top, merci, merci beaucoup à vous trois pour ces présentations qui avaient pour volonté un petit peu de présenter ce qui se passe, alors soit sur le territoire directement via des sociétés comme celle de Xavier, soit via des sociétés qui sont passées par le territoire et qui pour certaines y ont encore beaucoup d'ancrage avec de nombreux clients. Je vois qu'il est 13, j'avais prévu pas mal de questions, mais je vais faire assez court pour respecter le timing et laisser du temps à Mickaël et Julien. Je vais terminer avec une seule question peut-être pour vous trois. Marion et Laplace et Finance Innovation ont choisi d'orienter cette journée sur les territoires, sur la mise en avant des territoires. Nous, on a effectivement sur ce territoire qui englobe les quatre principales villes qu'on a évoquées tout à l'heure, une dominante qui peut être AssureTech spécifiquement. Si je vous dis développement de la FinTech, la fin du tout Paris, c'est encore illusoire aujourd'hui de réfléchir comme ça, ou est-ce que finalement il n'y a pas que Paris dans la vie et il y a beaucoup de choses à faire sur ces fameux territoires. Comment est-ce que l'un d'entre vous veut réagir un peu là-dessus? Xavier Non, moi, je suis toujours un grand défenseur des territoires, premièrement, parce que je pense que, et on le voit, les assureurs ne sont pas tous à Paris, déjà. Donc, ça veut dire aussi, nous, on a des clients, des grosses mutuelles à Toulouse, des grosses mutuelles à Lyon, des grosses mutuelles un peu partout. Donc, je pense que dans tous les territoires, l'assurance a toujours eu cette culture-là des territoires. À la différence des banques, où on a eu quand même de moins en moins de régionalisation des banques, voilà, qu'on a une tendance à remonter un peu tout sur Paris. Je pense que les assureurs ont, par définition, toujours été partout sur le territoire. Donc, il est logique que les InsurTech soient partout sur le territoire et pas spécialement que dans les instances parisiennes, même si on sait qu'il y a quelques sièges quand même qui sont parisiens. C'est tout l'intérêt pour moi. Là, on crée une nouvelle start-up autour de InsurTech qui va sortir dans les quelques prochains jours et elle sera encore anglaise. Donc, voilà, on a vraiment cette logique-là que les territoires soient... Et on continue de mettre en avant, Julien nous en parlera, toutes nos French Tech, Atlantic Valley, pour qu'on puisse travailler sur ces territoires-là.
Top. Et sur le domaine, je conclurai un peu de la manière suivante. Sur la partie InsurTech pure, on a beaucoup d'accélérateurs qui se trouvent, alors pas forcément sur notre territoire, mais on a nos amis de Ratech à Lille, où il y a une énorme branche FinTech AssureTech. On a le hub à Lyon. On a pas mal de territoires aussi qui évoluent sur ce secteur. Donc c'est aussi bon signe pour nous tous. Ouais, puis il y a Merci. aussi, Pardon, juste vas-y. pour finir, c'est juste qu'effectivement, mais l'assurance est partout et on voit ne serait-ce que les agences, le maillage territorial est partout. S'il y a bien des réseaux qui sont partout, c'est bien notamment l'assurance. Et donc, effectivement, les gens nous, par exemple, on essaie de simplifier l'assurance. C'est pas à destination que de Paris, c'est à destination de tout le monde. Et on voit qu'effectivement, il y a des mutuelles et des assureurs partout. Et il y a des clients au quotidien qui travaillent sur les territoires. Donc, effectivement, on doit s'adresser à tout le monde. C'est bien ça la clé. C'est ça. Bon. Merci énormément à vous trois. Je laisse la parole. Alors du coup, je ne sais plus dans quel sens, que comme c'est Julien qui devait débuter, je ne sais pas si c'est Julien ou Michael. Je vous laisse la main. Comme vous voulez. Julien, je te laisse commencer. Puis Ouais, ça marche. Ouais. Super, ça roule. Alors attendez, je vais partager mon écran aussi. Tac. Hop. Tac. Nickel. Je sais pas si vous voyez mon écran là. Ouais, c'est parfait. Ouais, super. Yes, Oui. nickel. Du coup, donc, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Julien Charles. Moi, je suis le président de la French Tech Atlantic Valley. Je vais vous présenter un petit peu en quoi ça consiste. Je suis également du coup le président et cofondateur de Seven Shapes. Donc, je suis pas du tout dans la fintech. Moi, je suis dans la tech. Et on fait une solution de formation pour les industriels basée sur une simulation et un jeu vidéo. En gros, c'est un peu le SimCity de l'industrie 4.0. Donc du coup, j'ai pris la présidence de la French Tech Atlantic Valley il y a 1 an maintenant. En gros, la French Tech, ça regroupe en fait. Alors nous, on est, alors tout le monde connaît la French Tech. C'est un étendard qui est internationalement connu, dans lequel il y a beaucoup de startups. Là, il y a un mouvement. Il y a la personne, il y a une nouvelle personne qui a pris le relais là sur la French Tech nationale. Il y a des capitales de la French Tech, donc comme Bordeaux par exemple, en Nouvelle-Aquitaine. Et ensuite, il y a des regroupements qu'on peut retrouver, dont la French Tech Atlantic Valley, qui va regrouper 4 agglomérations, Poitiers, Niort, Angoulême et La Rochelle. On a plus de 114 startups à l'intérieur de cette communauté French Tech. Et ensuite, nous, on a un board d'entrepreneurs très locaux qui vont gérer. En fait, l'idée, c'est de pousser et d'aider avec l'étendard de la French Tech à aider nos entrepreneurs sur différents thèmes. Alors au départ, il y avait beaucoup de thèmes. J'ai restreint énormément les différents thèmes. Et aujourd'hui, en fait, nos souhaits, c'est on travaille énormément avec les technopoles en direct. C'est-à-dire qu'on veut essayer de se positionner comme un peu une ressource support pour aider des startups. On est actuellement en train d'essayer de créer des fonds d'amorçage, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le premier problème en région Nouvelle-Aquitaine et au moins sur le nord Nouvelle-Aquitaine, c'est de trouver des fonds, en fait. Et surtout la partie amorçage, quand c'est très risqué, c'est un peu compliqué de lever des fonds, en gros. Donc, du coup, là, on est en train de créer des choses avec les technopoles, avec des Akiti, avec Bordeaux et puis la région. On donne également des conseils, on fait des podcasts, on est en train de réfléchir à un programme d'accélération French Tech et SPN, parce que c'est le SPN, le réseau des professionnels du numérique, qui porte la partie French Tech avec Rita, qui est la partie communication et qui fait un peu le relais et qui me file un petit coup de main. L'idée, c'est de développer un peu le réseau aussi. Donc, comme je disais, on va faire des événements, on va pouvoir reprendre les événements, puisque depuis 1 an, on n'a pas pu faire grand-chose. Et d'essayer d'apporter des conseils et des informations pour des entrepreneurs à d'autres entrepreneurs, de faire témoigner des entrepreneurs qui sont à plus ou moins avancés dans leur processus startup, quoi. En gros, donc du coup, ça regroupe Angoulême, Poitiers, Niort et La Rochelle. Pour bien comprendre un peu le territoire, tous les territoires ont un peu leur particularité. Donc effectivement, à Niort, on va retrouver plutôt la particularité AssureTech, Big Data, IA. Pour la partie La Rochelle, il y a pas mal de choses sur le tourisme, mais on a aussi pas mal de choses sur du hardware ou sur de la biotech aussi, pas mal. Poitiers est notre capitale de la tech, donc on a aussi pas mal de choses sur la santé ou sur le transport.
Et puis Angoulême, c'est un pôle très fort de création d'industrie culturelle, tout plein de séries, d'animations, du Netflix. Il y a pas mal de studios de jeux vidéo. Et il y a aussi Angoulême et Cognac sont reliés, donc il y a pas mal de choses sur l'industrie du luxe et des spiritueux aussi derrière, en gros. Donc on a effectivement plein de types de startups. Donc French Tech, c'est tout type de startup. C'est pas que un thème ou un autre thème. Donc nous, on est welcome toutes les startups qui veulent nous rejoindre. Donc on retrouve des choses donc effectivement sur la tech, les smart cities, sur le tourisme, sur les fintechs, sur l'IoT, etc., etc. On est aussi très connecté avec Bordeaux puisque c'est la capitale. Donc on essaye d'avoir des échanges pour savoir ce qui se passe un petit peu à droite à gauche. Au niveau du board, alors on a restreint le board là en ce moment et on est en train de le rouvrir. Mais globalement, on va retrouver 3 acteurs majeurs qui sont Abyss Medical, représenté par Arnaud d'Estainville. Donc Arnaud, c'est du Medical 4.0 en fait. Donc je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Cyclair, on est plutôt sur de la robotique pour l'agriculture. Pareil, donc lui, il est basé, donc Arnaud est basé à La Rochelle, Sébastien est basé à Poitiers et Aurélie Colin Thévenet de LuxLingua, on est sur de la traduction automatisée et différents produits autour du branding et du storytelling qui est basé à Angoulême. Moi, je suis moi-même basé à Angoulême et là, on est en train de rentrer des nouvelles personnes en fait qui vont nous rejoindre au niveau du board. Je fais un appel aussi, si certains sont intéressés pour rentrer au board. On a plein de sujets, on a plein de choses. Ça permet de rencontrer plein d'entrepreneurs. Et là, on est en train, du coup, d'avoir de nouvelles personnes sur Niort, donc là, je travaille avec la Technopole pour avoir des bonnes personnes. Et puis sur La Rochelle aussi pour constituer l'équipe, quoi, en gros. Donc voilà, donc grosso modo, on a plein d'actions. On essaye d'avoir des actions régionales. La dernière en date, ça peut intéresser toutes les startups qui sont dans le coin. C'est le NA20. Donc, le NA20, c'est une initiative des différents regroupements de startups. Startup Limousin, la startup du Périgord, French Tech Atlantic Valley, etc. C'est un classement du NA20 qui n'est pas que sur la partie levée de fonds ou finance, qui est aussi sur l'impact de la startup en termes d'impact environnemental et d'impact aussi sociétal ou au niveau des recrutements, mixité sociale, etc. Vous tapez NA20 sur Google, vous allez tomber sur le lien. Il y a un petit document à remplir, il y a un typeform et vous pouvez candidater. Il y aura une sélection des 20 startups qui ont un changement et un impact positif dans l'économie ou la société. Et après, on fait aussi plein de choses. On porte la French Tech Tremplin. Donc ça, c'est l'ouverture de l'entrepreneuriat à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre de tout milieu social. On a le French Tech Rise, le French Tech Visa pour partir à l'étranger, pour aider aussi et vous mettre en relation avec peut-être Londres, la French Tech de Londres, la French Tech de New York, la French Tech qu'il peut y avoir à Singapour, etc., etc. Donc la French Tech peut être une aide aussi à l'exportation et à l'international. Pour le moment, on se focus plutôt sur du local. Mais de temps en temps, il y a des boîtes qui ont besoin d'aller plus vite. Et la French Tech, c'est aussi des raccourcis qu'on peut avoir avec des banques, avec l'URSSAF, avec plein de choses comme ça, des choses très concrètes qu'on peut avoir besoin et on peut débloquer des situations qui peuvent être un petit peu compliquées. Donc voilà, donc c'est assez large. Nous, on focus les actions plutôt sur la région, en essayant d'aider un maximum d'entrepreneurs et de faire connaître les entrepreneurs entre eux, parce qu'on ne se connaît pas assez, je pense. Et donc voilà, j'ai à cœur d'essayer de tout ça. Merci Julien, excellente transition. Du coup, on l'a fait un peu dans le désordre, comme tu nous as présenté la vision régionale et plus globale de French Tech Atlantic Valley. Dans Atlantic Valley, on a vu plutôt, on a zoomé en début de session du côté de Niort Tech avec French Assurtech. Il se trouve qu'ils ont des voisins juste à côté La Rochelle. Et donc, on a Michael avec nous. Je crois que vous travaillez aussi sur des thématiques liées à l'InsurTech. Est-ce que tu peux nous présenter le lab de l'Université de La Rochelle, L3I, et nous raconter un peu comment tu peux travailler sur les thématiques InsurTech aussi d'un point de vue académique et comment ça arrive dans la vraie vie après? Merci pour cette introduction. Alors, si j'ai bien compris, j'ai 5 minutes. Je vais essayer d'être efficace. Donc oui, moi, je suis enseignant-chercheur en informatique à La Rochelle Université. Et je suis rattaché au laboratoire qui s'appelle L3I, laboratoire d'informatique, images et interaction.
Si je résume un peu tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, j'entends beaucoup parler de transformation numérique, transformation du monde de l'assurance, avec plein de transformations dans la vie de tous les jours, dans nos activités. Et forcément, les universités ont un rôle à jouer, au sens large, pas que la mienne, mais toutes les universités ont un rôle à jouer pour plusieurs raisons. Premièrement, simplement parce qu'on est là pour former vos collaborateurs de demain et potentiellement les entrepreneurs de demain. Donc forcément, il faut qu'on soit en lien avec vos activités. Sur cette partie-là, on peut être assez fier à La Rochelle parce qu'on a toute une formation en informatique avec un parcours à Niort, entre autres, où 100% des étudiants sont en alternance dans des entreprises du secteur de l'assurance. Ça permet deux choses. Premièrement, aux étudiants de découvrir plus rapidement le mode de l'entreprise, mais ça permet aussi aux entreprises de récupérer les compétences, on va dire, fraîchement formées, et surtout de faire le lien. C'est un lien direct avec les enseignants-chercheurs et le monde de la recherche, puisque les enseignants-chercheurs donnent des cours, mais ils font aussi de la recherche, ils peuvent discuter avec les étudiants et ça fait des liens avec les entreprises. Également, on a un master qui s'appelle Tiers de confiance et sécurité numérique qui forme des experts en droit du numérique qui sont clairement experts dans tout ce qui est lié au bien évidemment au RGPD, tout le monde en parle, mais en ce moment on parle beaucoup de KYC ou sécurisation des données, anonymisation des données, cadre légal qui va autour de toutes ces choses-là. Et donc on a ce master-là à La Rochelle qui forme une vingtaine à peu près de juristes par an. Et pareil, qui sont quasiment tous absorbés par des startups qui sont en lien avec la FinTech, l'InsurTech, parce que forcément ça les concerne. Ça c'est sur la partie formation. Sur la partie recherche, les labos de recherche, alors j'ai beaucoup entendu dire que tout va très vite, tout s'accélère. En tant que labo de recherche, on se doit d'être en avance sur vous, donc il faut qu'on aille très vite, mais la recherche, c'est aussi un temps long, donc il faut qu'on arrive à allier un peu toutes ces choses-là. C'est pas forcément facile pour nous, mais on essaye. Si je parle particulièrement de ce qui se passe à La Rochelle, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la confiance numérique au sens large. Confiance numérique, c'est quoi? C'est développer de nouveaux algorithmes, de nouvelles méthodes pour avoir confiance dans les échanges, dans nos pratiques, dans tout ce qu'on peut faire aujourd'hui au quotidien, dans l'utilisation d'outils numériques. Et ça, forcément, ça passe par, aujourd'hui, on a beaucoup de choses autour de la sécurisation de contenu, l'extraction automatique d'informations, l'extraction fiable d'informatique d'ailleurs, vérifier l'information, détection de la fraude, sécurisation. Bien évidemment, pour ça, on s'appuie sur tout ce qui s'appelle intelligence artificielle. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas le temps. Mais voilà, on utilise forcément des technos de type intelligence artificielle. On fait pas mal de blockchain aussi autour de tout ce qui est IoT pour voir comment échanger l'information de manière sûre, fiable entre différents dispositifs. On fait plein de choses autour de ces thématiques-là. Quelques exemples. En ce moment, on travaille avec une grande banque, banque et assurance d'ailleurs, pour essayer de faire d'ailleurs, oui, c'est plutôt une assurance qu'une banque, excusez-moi. C'est le groupe Covea pour les citer, pour voir comment tout simplement faire utiliser un téléphone portable pour faire un constat quand vous avez un dégât chez vous, un dégât des eaux, un dégât n'importe lequel, faire un constat automatiquement avec un téléphone portable de manière beaucoup plus rapide plutôt que de remplir des papiers, l'envoyer et attendre 3 semaines, parfois 3 mois avant qu'il se passe quelque chose. Là, il pourrait y avoir des constats automatiques avec les téléphones portables. On travaille aussi sur tout ce qui est identification ou authentification forte avec des téléphones portables. Toujours la même chose, comment être sûr que la personne qui est en face de vous est bien celle qu'elle prétend être. Donc on va vérifier automatiquement la pièce d'identité, vérifier qu'elle est authentique, et en plus on va vérifier que la personne est vivante et que c'est ce qu'on appelle la preuve de vivant, et faire des authentifications fortes comme on peut le faire aujourd'hui en agence. Là on va pouvoir le faire en ligne, faire des échanges. Et puis on a plein d'autres sujets par la suite, un peu sur toutes ces thématiques, pour justement faire le lien entre ce qu'on fait et les entreprises. Il y a plein de solutions qui existent. Bien évidemment, il y a des dispositifs CIFRE, si ça vous parle, où ce sont des doctorants qui travaillent on va dire à moitié dans les laboratoires, à moitié dans les entreprises pour faire le lien. On a aussi des possibilités de stage. On a d'autres opportunités. Aujourd'hui, si je prends le cas du L3I, on doit travailler avec entre 25 et 30 entreprises. Alors, un peu dans tous les domaines. Le secteur banque, assurance, c'est plutôt 3 ou 4, mais on travaille avec ou 5 d'ailleurs, j'ai plus le chiffre exact. Bref, quelques-unes, mais il y a plein de dispositifs. Et également, on a monté une structure qui s'appelle Valconim. C'est une association française, enfin européenne même d'ailleurs, qui rassemble des laboratoires de recherche leaders dans tout ce qui est analyse de contenu, sécurisation des contenus, et des entreprises du secteur également. Et en particulier, on organise un événement début décembre là, sur le secteur banque assurance pour essayer justement de rapprocher le monde académique et le monde de l'entreprise, les gens dans la vraie vie, comme l'a dit Marion tout à l'heure, ou en tout cas dans le business, essayer de la rapprocher pour transférer plus rapidement toutes les nouveautés qui peuvent apparaître dans le laboratoire et permettre de transmettre plus rapidement toutes les nouvelles idées ou les nouveaux outils qu'on peut développer.
Voilà, je suis allé très vite, j'espère que c'est clair. Et n'hésitez pas s'il y a besoin. Ok, merci Michael, c'était clair. Juste peut-être une micro-question avant de passer à la table ronde suivante. Du coup, ça veut dire que les InsurTech ou des assureurs ou French AssureTech peuvent vous contacter directement si Bien ils ont un évidemment. projet de recherche. Ah oui, avec grand plaisir. On est ouvert à toute idée de collaboration, discussion. On le fait très régulièrement. J'échange 1 à 2 fois par mois avec une nouvelle entreprise qui vient nous contacter. Donc, faut pas hésiter à nous contacter. On sera ravis d'échanger, discuter, ne serait-ce que se rencontrer pour discuter plus amplement. En tout cas. Ok, très bien. Je pense qu'on peut passer. Merci à tous pour cette session new-yorkaise, La Rochelle et Atlantique de façon plus générale. On va rester dans le coin, dans la région, puisqu'on remonte juste un petit peu du côté de Nantes. Et Clément, est-ce que l'on a tous nos interlocuteurs ?